Elle était considérée comme une femme d'une grande beauté, mais aussi cruelle et dépravée. La légende noire qui l'entoure, amplifiée par les crimes attribués à sa famille, l'accompagne encore aujourd'hui. On disait d'elle qu'elle était la fille, la belle-fille et l'amante du pape Alexandre VI. Et pire encore, qu'elle était une redoutable empoisonneuse, responsable de nombreux meurtres. Cette rumeur fut renforcée par les œuvres de grands auteurs, comme la tragédie Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, plus tard mise en musique par Gaetano Donizetti. Aujourd'hui, nous voyagerons dans la Rome du XVe siècle, au cœur de la Renaissance italienne, pour découvrir l'histoire d'une femme née dans une famille puissante. Une famille qui a soutenu certaines des plus grandes œuvres d'art du monde, mais qui reste aussi dans les mémoires comme l'une des plus maléfiques et mystérieuses de l'histoire. La famille Borgia. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, Lucrezia Borgia. Elle est née à Subiaco, en Italie, le 18 avril 1480. Elle était la troisième fille du cardinal espagnol Rodrigo Borgia, un homme né à Valence, en Espagne. Rodrigo, qui deviendra plus tard le pape de l'Église catholique en 1492 en prenant le nom d'Alexandre VI, était un homme d'une ambition terrifiante. Prêt à tout pour conserver le pouvoir, ce qui lui valut de nombreux ennemis au fil des années. Il était particulièrement détesté par les Italiens, car il se comportait comme un seigneur en terres étrangères, avec arrogance, sans honte et sans se soucier le moins du monde des apparences. Son goût pour les femmes était une autre de ses caractéristiques bien connues. Mais il faut rappeler qu'à cette époque, le célibat n'était pas obligatoire pour les cardinaux. Rodrigo Borgia eut au moins 7 enfants reconnus, avec plusieurs femmes. Sa favorite, cependant, était Vanosa Catanei, une noble dame originaire de Lombardie. Elle lui donna 4 enfants, les seuls que Borgia reconnut officiellement comme ses héritiers, bien qu'il ne fût jamais marié: Giovanni, Cesare, Geoffrey et sa très chère Lucrezia. Les jeunes Borgia étaient profondément influencés par leurs racines espagnoles et entretenaient des liens très forts entre eux. Lucrezia, en particulier, partageait une relation étroite avec Cesare. Entre eux, il y avait un véritable attachement et une loyauté réciproque. Et cela leur était nécessaire, car les enfants Borgia étaient souvent méprisés pour être les fils et filles d'un étranger. Cela renforça encore leur unité. Ils engageaient principalement des Espagnols, parents ou compatriotes, estimant que seuls eux étaient dignes de confiance. Lucrezia était très aimée de son père qui, selon certains chroniqueurs, l'adorait de façon extraordinaire. Ses rapports avec sa mère, en revanche, restèrent toujours distants. En vérité, le cardinal Borgia aimait profondément tous ses enfants et chercha dès le début à leur assurer la meilleure position possible. Étant né hors mariage, il estima préférable qu'ils ne soient pas élevés par leur mère, mais sous sa propre tutelle et celle de sa famille. Encore enfant, Lucrezia fut confiée aux soins d'une cousine de son père, Adriana, la veuve du noble Ludovico Orsini. La famille Orsini était alliée à Rodrigo Borgia, et à l'âge de 60 ans, celui-ci avait une jeune maîtresse, Giulia Farnese Orsini, alors âgée de 14 ans. Giulia et Lucrezia nouèrent une amitié profonde et durable. Sous la garde d'Adriana, Lucrezia reçut une éducation complète. Elle apprit la poésie, l'espagnol, le français, l'italien et un peu de latin. Elle se consacrait à la musique, à la danse et à la broderie. On lui enseigna à s'exprimer avec élégance et éloquence. À l'âge de 11 ans, Lucrezia fut promise en mariage à 2 prétendants espagnols. À cette époque, son père, le cardinal Borgia, envisageait encore un avenir en Espagne pour ses enfants. En février 1491, le premier choisi fut Don Cherubino de Centelles, avec un contrat de mariage prévoyant une dot de 30 000 timbres valencians, répartis en partie en argent et en partie en bijoux. Dans ce cas, la dot était destinée à la mariée. 2 mois plus tard, Rodrigo conclut un nouvel accord matrimonial avec un autre Valencien, Gaspard de Procida, fils du comte d'Aversa. Cependant,
En 1492, lorsque Rodrigo devint pape, sous le nom d'Alexandre VI, il rompit les deux fiançailles. En tant que pape, il avait désormais la possibilité d'envisager des unions bien plus prestigieuses que celles avec de simples nobles espagnols. Il souhaitait désormais établir sa fille en Italie, dans le but de forger de puissantes alliances politiques avec les familles nobles locales. À cette époque, les alliances entre les grandes familles italiennes se multipliaient, et les Borgia profitèrent de cette situation pour consolider leur influence sur la péninsule. Ils décidèrent qu'il serait préférable de marier Lucrezia à l'un des héritiers des familles les plus puissantes d'Italie. Le cardinal Ascanio Sforza proposa alors au pape le nom de son neveu, Giovanni Sforza, seigneur de Pesaro, âgé de 27 ans et détenteur d'un fief pontifical, comme prétendant pour Lucrezia. Par ce mariage, Alexandre VI établit une alliance avec la puissante famille Sforza, dans le but de résister à l'imminente invasion française menée par Charles VIII, qui menaçait le royaume de Naples. Pendant cette période, le pape offrit à Lucrezia un palais. Adriana Mila, la cousine du pape, s'occupait de la maison de sa nièce, et Giulia Farnese, sa maîtresse, servait de dame de compagnie. La résidence devint rapidement un lieu de rencontre mondain, fréquenté par des parents, des amis, des courtisans, des dames nobles et des émissaires de maisons princières. Le 2 février 1493, le mariage par procuration entre Lucrezia, alors âgée de 12 ans, et Giovanni Sforza, âgé de 27 ans, fut célébré. Ce n'est qu'en juin 1493 que Giovanni arrive à Rome et que les futurs époux se rencontrèrent pour la première fois. Le 12 juin eut lieu la cérémonie religieuse du mariage. L'élégance et la grâce de Lucrezia furent largement saluées par les orateurs de l'époque, qui la décrivaient comme une jeune fille se mouvant avec tant de légèreté qu'elle semblait flotter. Après un banquet somptueux, Lucrezia ne fut pas conduite dans la chambre nuptiale, comme le voulait la coutume. Le pape ne souhaitait pas que le mariage soit consommé avant 5 mois, peut-être à cause de la jeunesse physique de la mariée, ou, plus probablement, afin de garder la possibilité d'annuler l'union en cas de changement dans les objectifs politiques. De la même manière qu'il avait annulé, sans scrupule, les 2 mariages espagnols qu'il avait arrangés pour sa fille, il n'aurait eu aucune difficulté à rompre celui-ci aussi, si un accord plus avantageux s'était présenté. À l'époque, les filles fêtées ont été souvent utilisées comme monnaie d'échange dans les alliances politiques, et Lucrezia Borgia en est sans doute l'exemple le plus frappant. 1 mois après son mariage, par précaution face à une épidémie qui ravageait la ville, Giovanni Sforza, son mari, quitta Rome. On ne sait pas avec certitude si Lucrezia l'accompagna. Il revint avant Noël et passa les fêtes aux côtés de son épouse. Pendant cette période, le pape scella une nouvelle alliance avec les Aragonais de Naples, en mariant son plus jeune fils, Geoffrey Borgia, à Sancha d'Aragon, car Alexandre VI était toujours confronté aux revendications de Charles VIII de France sur les territoires napolitains. Quelques mois plus tard, Lucrezia partit avec son mari pour la ville de Pesaro, accompagnée d'Adriana et de Giulia, chargées de veiller sur elle. À leur arrivée, le 8 juin, la noblesse locale accueillit la nouvelle comtesse avec chaleur et faste. Lucrezia s'amusait tellement dans sa nouvelle vie qu'elle en oubliait d'écrire régulièrement à son père. Lorsque Charles VIII envahit l'Italie, Lucrezia resta en sécurité sur les terres de son époux. Par ses talents de diplomate et ses flatteries habiles, Alexandre VI parvint à éviter les représailles de l'invasion française et forma ensuite une Ligue sainte contre la France. L'armée de la coalition finit par vaincre les troupes de Charles VIII à la bataille de Fornovo. Lucrezia revint à Rome après les fêtes de Pâques de 1495, au moment où la position de Giovanni Sforza devenait de plus en plus fragile. La vérité, c'est que la famille Borgia n'avait plus besoin des Sforza, et la présence de Giovanni à la cour papale devenait encombrante. Le pape cherchait désormais de nouvelles alliances plus profitables, et certains affirment qu'il aurait même ordonné secrètement l'exécution de son gendre. Mais Cesare, le frère de Lucrezia, l'aurait averti à temps. Et c'est elle qui aurait sauvé la vie de son mari,
en lui révélant les intentions du pape. Ainsi, le 26 mars 1497, Giovanni Sforza prit la fuite et quitta Rome. Furieux, le pape ordonna à son gendre de revenir à Rome, mais celui-ci refusa à plusieurs reprises. Il comprit alors que le pape Alexandre VI comptait annuler le mariage. Pour justifier l'annulation, le pape affirma que l'union n'était pas valide car Sforza était impuissant et n'avait jamais consommé le mariage. C'est ainsi que débuta le processus d'annulation. Profondément humilié, blessé dans son orgueil, Giovanni Sforza accusa le pape d'avoir une relation incestueuse avec sa propre fille. Et c'est ainsi que naquit l'une des plus terribles légendes noires des Borgia. Selon certaines sources, Sforza proposa même de prouver qu'il n'était pas impuissant, en accomplissant l'acte conjugal devant témoins. Mais cette idée fut rejetée. Étouffée par le scandale, Lucrezia se réfugia au couvent de San Sisto, tentant de fuir le tumulte provoqué par son mariage brisé. Et ce fut cet été-là, vers la mi-juin, qu'un événement tragique frappa la famille Borgia. Le corps mutilé d'un jeune homme fut retrouvé flottant dans les eaux sombres du Tibre. Il s'appelait Giovanni Borgia. Trouver un cadavre dans le Tibre n'avait rien d'inhabituel. Le fleuve était devenu le décharge silencieux des vengeances et des règlements de compte. Mais ce corps-là n'était pas n'importe lequel, c'était celui du fils préféré du pape, et le mystère de son assassinat demeure encore, à ce jour, sans réponse. On ignore encore aujourd'hui s'il s'agissait d'une vengeance, d'une représaille contre le terrible gouvernement du pape, exécuté par les nombreux ennemis qu'il s'était fait, ou si le coupable était un ennemi personnel de Giovanni Borgia lui-même. Certains racontent que c'était un jeune homme arrogant, colérique, et qu'un jour il aurait ordonné l'exécution d'un invité pendant un dîner simplement parce que celui-ci l'aurait insulté sans le vouloir. Lui et son père avaient de nombreux ennemis, mais ce qui rend l'affaire encore plus sinistre, c'est que l'assassin pourrait avoir été bien plus proche. Certains pensent qu'il s'agissait de son propre frère, Cesare. On sait que César éprouvait une profonde jalousie envers Giovanni, considéré comme le fils préféré du pape. De plus, Alexandre VI avait nommé Giovanni Borgia général de son armée, un poste que Cesare convoitait ardemment. Mais au lieu de cela, il avait été contraint d'endosser la fonction de cardinal, un rôle qu'il méprisait. Lorsque la nouvelle de la mort de son fils lui parvint, le pape sombra dans une tristesse et une douleur profonde. Et pourtant, malgré tout le pouvoir dont il disposait, jamais l'assassin ne fut retrouvé, jamais la justice ne fut rendue. La vérité la plus probable ? Alexandre VI ne put, ou ne voulut, jamais punir son autre fils bien-aimé, Cesare. Lucrezia apprit la nouvelle de l'assassinat de son frère Giovanni alors qu'elle se trouvait toujours au couvent. Peu après, la famille Sforza retira tout son soutien à Giovanni Sforza, craignant la colère du pape face au retard de Sforza à accepter l'annulation du mariage. Sans autre choix, il signa une déclaration d'impuissance et le document officiel d'annulation devant témoins, le 18 novembre 1497. Lucrezia confirma les allégations de son père devant les juges ecclésiastiques qui, satisfaits de son témoignage, la déclarèrent vierge et intacte, sans même procéder à un examen physique. Mais le scandale causé par cette annulation eut un impact dévastateur sur la réputation de Lucrezia. Peu de gens crurent à l'impuissance de Giovanni Sforza et encore moins à la virginité de Lucrezia. Pire encore, l'accusation d'inceste au sein de la famille à Borgia se répandit comme une traînée de poudre. Certains allaient même jusqu'à dire qu'elle était non seulement la maîtresse de son père, mais aussi celle de son frère Cesare. Quelques mois plus tard, Lucrezia se retrouva plongée dans un nouveau scandale. Le 14 février 1498, le corps d'un jeune serviteur espagnol nommé Pedro Calderón, favori du pape, fut retrouvé flottant dans le Tibre. Selon certaines rumeurs, le corps d'une des dames de compagnie de Lucrezia, appelée Pantasilea, aurait été découvert à ses côtés. De nombreux historiens ont pointé du doigt Cesare, le soupçonnant d'avoir été à l'origine du double meurtre
probablement par jalousie. Il croyait que Lucrezia, pendant son séjour au couvent, avait eu une liaison avec le jeune Espagnol et qu'elle était peut-être tombée enceinte de lui. Mais l'affaire fut étouffée pour ne pas nuire aux nouveaux projets matrimoniaux que le pape préparait déjà pour sa fille. Il existe de forts indices indiquant que Lucrezia aurait donné naissance à un enfant durant son temps passé au couvent. On sait très peu de choses sur ce bébé, mais certains historiens pensent qu'il s'agissait de Giovanni Borgia, né à cette époque, et que Lucrezia chérissait avec une tendresse particulière. Lorsque Lucrezia quitta le couvent et retourna dans sa résidence, les négociations pour son second mariage étaient déjà conclues. Avec une dot fixée à 40 000 ducats d'or, elle allait épouser Alphonse d'Aragon, fils illégitime d'Alphonse II de Naples et frère de Sancha, l'épouse de son frère Geoffrey. Le mariage, organisé par le pape et par César, avait lieu après que ce dernier eut quitté les ordres et pris la tête de l'armée pontificale à la suite de l'assassinat de son frère. Le but était de rapprocher encore davantage la famille Borgia du trône de Naples. Le mariage de Lucrezia fut célébré le 21 juillet 1498 en présence de quelques amis proches. Lucrezia tomba rapidement amoureuse de son époux, un jeune homme de 17 ans. Elle en avait 18. Elle avait entendu parler de lui à plusieurs reprises, car sa belle-sœur Sancha l'avait souvent vanté. Les contemporains s'accordèrent à dire qu'il était le plus bel adolescent jamais vu à Rome. Dans les mois qui suivirent, le couple vécut dans l'amour et la paix, tenant une cour splendide. Ils accueillaient des poètes et des écrivains de l'Académie romaine, ainsi que de grands artistes de Rome, comme Michel-Ange. Le 9 février 1499, Lucrezia fit une fausse couche à la suite d'une chute. Mais cette perte ne brisa pas le couple. 2 mois plus tard, Lucrezia était de nouveau enceinte. Puis, arriva une nouvelle qui plongea le couple dans une grande inquiétude. L'annonce du mariage de Cesare avec Charlotte d'Albret. Et cette inquiétude n'était pas infondée. Tant Alphonse, le mari de Lucrezia, que Sancha, l'épouse de Geoffrey, furent bouleversés par cette annonce. Ils comprirent que les alliances des Borgia avaient changé de direction. Si autrefois le pape s'était allié au royaume de Naples pour s'opposer aux Français, désormais, avec ce mariage entre Cesare et une princesse française, il était clair que la famille Borgia soutenait la reconquête de Milan et du royaume de Naples par Louis XII en échange de cette alliance. Alphonse, profondément troublé, s'enfuit, laissant Lucrezia, enceinte de 6 mois, dans un désespoir total. Le pape Alexandre VI, furieux, chassa Sancha de Rome et fit poster des gardes autour du palais de Lucrezia, lorsqu'il apprit qu'Alphonse tentait de la convaincre de le rejoindre. Lucrezia et son frère, auparavant liés à la maison de Naples par le mariage, furent contraints d'abandonner les intérêts de leur famille adoptive et de ne défendre que ceux des Borgia. Lucrezia supplia son père de protéger son mari. Le pape, visiblement touché par les larmes de sa fille, envoya un messager pour assurer la sécurité d'Alphonse. 1 mois plus tard, les jeunes époux se retrouvèrent et Lucrezia donna naissance à un fils en parfaite santé. En signe de reconnaissance, elle le prénomma comme son père. Mais il est possible que le pape ne lui en ait pas été si reconnaissant. Alors que la jeune mère profitait de son enfant nouveau-né aux côtés de son époux bien-aimé, un ennemi invisible préparait déjà la fin de ce bonheur. Les historiens soulignent souvent qu'Alexandre était un homme profondément rusé et traître. Nul ne sait s'il a réellement voulu protéger Alphonse, ou s'il attendait simplement le bon moment pour frapper. On dit que l'amour possessif qu'il portait à sa fille était la seule force véritable dans sa vie. Et beaucoup affirmaient alors que voir Lucrezia heureuse dans les bras d'un autre homme le rongeait de jalousie, de chagrin et d'une obsession maladive. D'après tous les témoignages, Lucrezia et Alphonse vécurent d'arter leur bonheur jusqu'à cet été funeste de 1500. Après avoir dîné dans leurs appartements au Vatican, Alphonse annonça qu'il sortirait se promener. En quittant Saint-Pierre, le sanctuaire le plus sacré, il ne fut pas surpris de voir des pèlerins endormis sur les marches.
Mais l'attaque vint par derrière, des blessures profondes furent infligées à son cou et à ses épaules, et ses vêtements furent trempés dans son propre sang. Alphonse fut transporté d'urgence à l'intérieur du Vatican, et il semblait peu probable qu'il survive à la nuit. Lorsque Lucrezia vit son mari dans cet état, elle s'évanouit. Son père ordonna une protection permanente, jour et nuit, pour empêcher toute nouvelle tentative de la part de ces mystérieux assassins. Mais 6 semaines plus tard, quelqu'un réussit malgré tout à pénétrer dans la chambre d'Alphonse et l'étrangla alors qu'il se remettait de ses blessures. Lucrezia fut anéantie. Elle resta plongée dans un deuil profond, signant ses lettres, la plus malheureuse des femmes. Immédiatement, des rumeurs bien fondées circulèrent dans la cour papale, affirmant que le meurtrier n'était autre que l'allié le plus fidèle de César. Désormais, Alphonse n'étant plus un obstacle, l'alliance avec la France, tant désirée par Césarée et Alexandre, pouvait enfin se concrétiser. Agissait-il sur ordre de son père ou de son propre chef? Cela ne fut jamais éclairci. Quant à Lucrezia, les pressions de sa famille l'obligèrent à faire passer les liens du sang avant son mariage et à supporter cette tragédie en silence. Tout Rome savait qui était responsable de la mort d'Alphonse, mais, faute de preuves écrites, le crime fut accepté comme tel, et elle dut tenter d'oublier son époux. Lucrezia reçut une proposition de mariage du duc de Gravina, qui avait déjà été l'un de ses prétendants, en 1498. Mais elle refusa l'offre, déclarant à haute voix devant témoins « Car mes maris sont malheureux. La vérité est qu'à l'époque, de nombreux prétendants s'intéressaient encore à Lucrezia, malgré les dangers évidents que courait tout homme en l'épousant. L'influence des Borgia restait immense, et beaucoup de familles nobles voyaient dans ce mariage une opportunité de s'allier à la fille du pape. Alexandre VI entama alors de nouvelles négociations, cette fois avec Alphonse d'Este, fils d'Ercole, duc de Ferrare. L'objectif était de renforcer la position de Cesare en Romagne. Grâce à cette union, Lucrezia entrerait dans l'une des plus anciennes familles d'Italie. Cependant, la maison Este montra des réticences, influencées par les rumeurs scandaleuses qui entouraient Lucrezia. En 1501, un événement allait encore ternir davantage la réputation des Borgia. D'après les notes du secrétaire du pape, une fête débridée fut organisée, le banquet des châtaignes. César y invita 50 courtisanes et prostituées de renom, ainsi que des nobles et des alliés politiques. Il fut dit que le pape et Lucrezia y assistèrent, et qu'après le dîner, une orgie générale aurait eu lieu. Mais de nombreux historiens estiment peu probable que toute la famille ait réellement participé à cet événement. Le pape était un homme rusé, et à ce moment-là, il menait des négociations sérieuses avec le duché de Ferrare pour marier sa fille. Il savait qu'il devait sauver les apparences. Il est donc difficile d'imaginer qu'Alexandre VI aurait risqué ses projets en laissant Lucrezia participer à une telle orgie. Finalement, le contrat de mariage fut signé au Vatican le 26 août 1501 et le mariage par procuration eut lieu à Ferrare le 1er septembre. Il fut décidé que son fils Rodrigo resterait à Rome sous la protection du pape afin que Lucrezia puisse commencer une nouvelle vie à Ferrare, libérée de son passé. On ignore si elle accepta ou non cette décision. Finalement, Lucrezia prit la route de Ferrare pour rencontrer son nouvel époux pour la première fois. Elle fit également la connaissance de sa belle-sœur Isabella d'Este et la rivalité entre ces deux femmes est restée célèbre. Chacune convoitait le rôle de première dame à la cour des Este. À Torre Fossa, Lucrezia rencontra le duc Ercole, le reste de la famille S et la cour de Ferrare. Enfin, le 2 février, jour de la purification de la Vierge, Lucrezia fit une entrée solennelle à Ferrare, accueillie avec joie par les habitants. Après un accueil chaleureux, Lucrezia et Alphonse se retirèrent dans leur appartement. Selon les récits, le mariage fut consommé 3 fois cette nuit-là. Elle avait alors 21 ans. Après les grandes festivités, la vie à la cour de Ferrare reprit son cours. Lucrezia tenta de s'adapter à ce nouvel environnement,
Mais des tensions apparurent rapidement autour de la pension de 10 000 ducats que le duc lui avait accordée. Son mécontentement affecta ses relations avec les chevaliers et les dames de la cour, qui se plaignaient de sa préférence pour les femmes espagnoles et romaines au détriment des dames de Ferrare. Au printemps, Lucrezia tomba enceinte. Durant l'été, une épidémie de fièvre frappa Ferrare et Lucrezia fut également infectée. Le 5 septembre, elle fut prise de convulsions et donna naissance à une petite fille mort-née. Malgré l'épreuve, elle se remit et passa sa convalescence au monastère du Corpus Domini. Tant à son départ qu'à son retour, Lucrezia fut acclamée par le peuple et bien accueillie par les membres de la cour. Les talents militaires de Césarée, à la tête de l'armée pontificale, élevèrent la renommée des Borgia au sommet, mais suscitèrent aussi une grande peur. En conséquence, Lucrezia commença à recevoir plus de respect et de considération de la part de la famille de son mari. Le duc, son beau-père, augmenta son allocation et comme il était veuf, Lucrezia fut appelée la duchesse et occupa des fonctions officielles lors des cérémonies publiques. Mais sa vie allait basculer. Après avoir participé à un dîner informel, Alexandre et son fils Cesare furent tous deux frappés par une mystérieuse maladie. Pendant plusieurs jours, ils furent entre la vie et la mort. Cesare se remit, mais Alexandre, âgé de plus de 70 ans, ne survécut pas. L'aspect terrifiant de son cadavre fit naître des rumeurs d'empoisonnement. Un jardinier décrivit en détail l'état du corps d'Alexandre après sa mort, en 1503. La langue violette et noircie, le corps tellement enflé par le poison qu'il fallut le pousser de force à plusieurs reprises pour qu'il entre dans le cercueil. Alexandre VI, célèbre pour avoir empoisonné ses ennemis, mourut lui-même empoisonné. Certains affirmèrent même que sa mort fut le résultat d'un sinistre accident, un empoisonnement destiné à un cardinal qui tourna mal. À ce jour, la cause exacte de sa mort reste incertaine. Lucrezia apprit la nouvelle du décès de son père le 18 août. Elle entra en deuil strict, mais aucun membre de la famille de son mari ne partagea publiquement sa peine. Sa position devenait incertaine et ses amis lui conseillèrent de ne pas afficher un chagrin excessif, de peur qu'on pense qu'elle souffrait non seulement de la perte de son père, mais aussi d'une possible répudiation par son mari. Lucrezia n'avait pas encore donné d'héritier à Alfonso, mais elle avait malgré cela gagné la sympathie du peuple de Ferrare et de son beau-père, le duc Ercole. Le malheur des Borgia s'intensifia avec l'élection du pape Jules II, ennemi déclaré de la famille. Lucrezia fut très inquiète pour le sort de son fils Rodrigo. Son beau-père s'opposa à ce que l'enfant vienne vivre à Ferrare et conseilla à Lucrezia de l'envoyer en Espagne. Mais elle refusa et confia le garçon à des parents de son père. César, après avoir été capturé sur ordre de Jules II, accepta partiellement les exigences du pape en échange de sa liberté. Mais dès sa libération, il se réfugia à Naples, où il fut de nouveau emprisonné. Le beau-père de Lucrezia mourut le 25 janvier 1505, et dès le lendemain, son mari Alfonso fut couronné duc. Le 19 septembre 1505, à Reggio, Lucrezia donna naissance à un fils nommé Alessandro, mais l'enfant, de constitution fragile, mourut tragiquement un mois plus tard. Cette perte plongea Lucrezia dans une profonde tristesse. C'était la deuxième fois qu'elle ne parvenait pas à donner un héritier à la famille S. À la fin de l'année 1506, Cesare Borgia parvint à s'évader de prison. Heureuse de la libération de son frère, Lucrezia participa joyeusement au carnaval de 1507. Mais durant cette période, elle fit une fausse couche. Son mari Alfonso ne cacha pas son mécontentement et accusa son épouse d'en être responsable, prétextant que cela était peut-être dû à sa tendance à porter des chaussures à talons hauts, à marcher trop vite, à voyager dans des carrosses inconfortables ou même à utiliser occasionnellement du maquillage. En avril de cette même année, la nouvelle de la mort de Cesare Borgia parvint à Ferrare. En l'apprenant, Lucrezia fit preuve de sagesse et de force d'âme, déclarant «
Plus je m'efforce d'accepter la volonté de Dieu, plus les épreuves s'abattent sur moi. » Mais cette nuit-là, ces dames d'honneur l'entendirent pleurer à chaudes larmes dans sa chambre. César, homme d'une violence extrême, connut une fin tout aussi brutale. Il fut tué à coups de hache. Pour honorer la mémoire de son frère, Lucrezia fit composer un chant funèbre dans lequel elle le décrivait comme un héros envoyé par la providence divine pour unifier la péninsule italienne. À l'été 1507, Lucrezia tomba de nouveau enceinte, mais dut une fois de plus affronter la perte d'un nouvel héritier. Cependant, l'année suivante, en avril 1508, naquit Ercole II, un enfant en bonne santé et vigoureux. Lucrezia se remit rapidement de l'accouchement et surtout, elle avait accompli son devoir, donner un héritier au duché de Ferrare. Après la naissance de cet héritier, son mari commença à l'apprécier beaucoup plus et à lui accorder une grande confiance, admirant ses talents de gouvernance. Il la consultait souvent sur des questions politiques et administratives, allant jusqu'à lui confier la direction des affaires du duché lorsqu'il s'absentait. En 1512, Lucrezia reçut la terrible nouvelle de la mort de Rodrigo, son fils resté à Rome. Malgré la distance, Lucrezia s'était toujours souciée de lui et fut profondément bouleversée par sa disparition. Elle se retira pendant un mois au couvent de San Bernardino. Là, Lucrezia connut une transformation profonde. Elle s'inclina vers la dévotion, abandonna les robes décolletées, fréquentait assidûment les églises de la ville et écoutait des lectures religieuses pendant ses repas. Finalement, elle intégra le tiers-ordre franciscain. En 1515, elle donna naissance à une fille prénommée Eleonora et en 1516 à un garçon nommé Francesco. Les nombreuses grossesses, alternées avec des fausses couches, l'affaiblirent considérablement. Le 14 juin 1519, elle mit au monde une fille, Isabella Maria, mais contracta une fièvre puerpérale. Ses cheveux furent coupés pour soulager son tourment. Finalement, elle signa son testament en présence de son mari, déclarant, avant de perdre connaissance, « Je serai à Dieu pour toujours ». Lucrezia s'éteignit le 24 juin 1519 à l'âge de 39 ans, laissant sa famille et la ville entière dans un profond deuil. Elle s'était parfaitement adaptée à la vie à Ferrare et était devenue une véritable mécène des arts. Au fil des années, Lucrezia avait gagné l'affection de ses sujets à Ferrare, au point que, à la fin de sa vie, il l'appelait la mère du peuple. La fille du pape Alexandre VI fut accusée, au fil des siècles, de toutes sortes d'atrocités, y compris la rumeur selon laquelle elle possédait une bague creuse permettant de dissimuler du poison et de le verser discrètement dans la coupe d'une victime. Aujourd'hui, de nombreux historiens estiment que cette réputation est plus un mythe qu'une réalité. Un récit forgé par les nombreux ennemis féroces que son père et ses frères s'étaient fait. Lucrezia a simplement obéi, s'est adaptée et a survécu. Et peut-être fut-elle l'une des femmes les plus diffamées de l'histoire. Elle fut enterrée au monastère de Corpus Domini, vêtue de l'habit de tertiaire franciscaine.